Alors, Harry-Jean, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, merci d'être avec nous. Nous sommes à Viard-Sainte-Rose, à proximité du port, ouais, on va appeler ça comme ça, le petit port de Viard. Et nous allons parler d'un ouvrage qui vient de paraître. Euh, voilà, ça s'appelle Tournure antillaise, culture, littérature et politique. Donc, ça sera un moment pour nous pour découvrir qui tu es et inviter nos lecteurs du Proxy News à se rapprocher de toi pour avoir cet ouvrage et comprendre un peu ton univers. Alors, je te laisse te présenter. Alors, je te remercie de m'accueillir à Viard. Cela étant, je suis aussi chez moi parce que je suis d'ici, je suis d'à côté de Morne-Rouge. Et donc, Morne-Rouge, Sainte-Rose, Viard-Sainte-Rose, c'est une histoire d'amour entre les enfants de ces deux sections. Alors, en fait, mon parcours est très simple, hein, très parcours universitaire à la base, comme beaucoup. Ensuite, études générales, on va dire ça, hein, études littéraires, ayant conduit quand même à des études de communication et un petit peu de préoccupation concernant la communication audiovisuelle notamment, la communication institutionnelle. Cela étant comme beaucoup, on fait des études dans un domaine, on n'est pas toujours amené à œuvrer, travailler dans ce domaine-là, sans regret par ailleurs, parce que la vie est une suite d'apprentissage divers. Donc, mon activité aujourd'hui et durant 30 ans, depuis 30 ans à peu près, c'est au sein des collectivités de la Guadeloupe, essentiellement, où j'ai travaillé tantôt dans le culturel, tantôt dans le social. Et aujourd'hui, je suis effectivement dans le social en qualité de référent en insertion socio-professionnelle. Le livre, on va en dire deux mots tout à l'heure, mais je termine pour dire que quand je parle de Viard et de Sainte-Rose, ce sont des références géographiques qui sont importantes. C'est là que nous avons pris naissance, c'est là que nous avons évolué, nous avons grandi. Donc, on porte toujours un petit peu de cette terre sous les talons. Mais cependant, partout où je suis, j'essaie de témoigner d'une espèce de réalité qui est que nous sommes à la fois des déracinés, mais en même temps, nous sommes aussi un peuple vraiment ancré. Et ça, on aura l'occasion d'y retourner tout à l'heure. L'ancrage, l'enracinement, c'est ma passion. Alors, la question que j'ai envie de te poser, le livre Pourquoi aujourd'hui, maintenant, euh, est-ce que c'est le contexte? Qu'est-ce qui t'a décidé à mettre en œuvre cet ouvrage maintenant? Alors, je ne peux pas contredire ce qui est à la préface ou à la première partie du livre, la présentation que j'ai moi-même composée. Je ne veux pas me contredire en disant aujourd'hui que le livre sort de nulle part, atterrit comme ça. C'est le fruit de réflexion de plusieurs années, le fruit de plusieurs notes prises, mais c'est vrai qu'il y a eu un déclenchement. Dans le livre, je dis que c'est l'attribution du prix Nobel à Marie Scondé, mais en réalité, c'est effectivement c'est une interview à propos du prix Nobel qui a fait une sorte de déclenchement, à savoir qu'il y avait un message que j'avais entendu de la bouche de Marie Scondé depuis très longtemps et que j'ai pu saisir une façon de le comprendre. Donc ça m'a décidé à mettre en œuvre une sorte d'écriture, de rédiger, de mettre en forme un certain nombre de motifs que nous allons développer tout à l'heure. Alors, justement, j'ai eu grand plaisir à découvrir cet ouvrage et tu as cité énormément d'auteurs. Comme Marie Scondé, on en a parlé, on a Glissant, il y a Ernest Pépin et bien d'autres, on en parlera. Donc, en fait, en mettant, en sortant de certains contextes, un certain nombre de propos qu'ils auraient dit pour utiliser leur expérience et leur vision, leur écrit, pour décrire en somme notre identité. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc est-ce qu'on peut justement, euh, sur cette question de l'identité, toi qui es un homme de culture, cette idée-là qui devient centrale entre identité et culture, est-ce qu'on peut développer un petit peu? Et qu'est-ce que le lecteur va trouver dans le livre concernant ces deux grands items? Alors, effectivement, le sous-titre du livre, c'est littérature, culture et politique, ou culture, littérature et politique. En fait, tu as cité les auteurs, effectivement, que nous connaissons, et ce sont les plus connus, parce que je m'en veux un petit peu des fois d'ignorer moi-même la quintessence des écrits issus de Guadeloupe, Martinique, que nous n'utilisons pas.
puisqu'ils n'ont pas pris forme de livre très souvent, etc. Bon, donc, et il y a aussi l'oralité, donc toute la culture orale qui me passionne, hein, les chansons, les proverbes, les contes, etc. Mais si on s'arrête aux auteurs ayant publié, donc ayant une espèce de reconnaissance maintenant mondiale à travers des prix, à travers les tirages qu'ils font. Ces auteurs-là, Maurice Condé, Édouard Glissant, Aimé Césaire, Ernest Pépin d'une certaine mesure et bien d'autres, tous, à mon avis, sont réticents à dire qu'ils sont des politiques. Ils n'ont pas fait le choix de la politique, mais ce sont des littéraires qui, de toutes les façons, sont engagés dans la politique, puisqu'ils sont porte-voix, très souvent, d'un courant, mais porte-voix tout simplement du peuple, hein, qui ne s'exprime pas ou qui s'exprime de manière, je dirais pas, qui s'exprime, mais qui ne serait pas perceptible par tous, étant donné que nous ne pouvons pas être à l'intérieur du peuple et être le peuple. Donc ça veut dire que ces personnes qui se sont déplacées, justement, ils ont fait ce qu'elles-mêmes appellent le détour. Elles sont allées voir ailleurs ce qu'il y avait à voir pour revenir, j'allais dire, plus fort, plus déterminé sur la réalité sociale, politique de leur pays. Et c'est cette espèce de cheminement, mais cette espèce, à la limite, hein, on dirait, une sorte de déception, à savoir une sorte de réalité à laquelle ils sont confrontés en confrontant précisément cette impuissance politique dont nous faisons l'objet par rapport à d'autres peuples qui sont, entre guillemets, libres. Alors, les peuples qui sont libres, il faut savoir qu'ils nous en doivent également. Parce que quand je parle de nous, Guadeloupe, Martinique, on parle d'Haïti aussi, de tous ces combats d'esclaves ou d'anciens esclaves, voire des combats comme celui des Grèces. Des Grèces n'étaient pas un esclave. Combat d'un peuple déterminé, quel que soit son statut, à exister. Donc nous existons malgré notre statut, un statut un peu déficitaire, mais il faut toutefois, des fois, cette expérience littéraire qui nous conduit à travers l'imaginaire à faire tout un parcours pour réaliser à quel point nous sommes emmêlés ou à quel point nous sommes libres en réalité. Et moi, je suis plus dans la théorie du verre à moitié plein. Je pense que nous sommes extrêmement libres, mais il faut le déceler, il faut le découvrir grâce notamment à nos auteurs. En d'autres termes, hein, je vais pas tout, je vais pas m'éloigner des questions, je vais essayer de rester un petit peu tout proche. En d'autres termes, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la fin de l'antianité, hein. Ça veut dire tout simplement que cette vision un peu périphérique qu'on a de nous-mêmes, c'est pas que nous devenions un centre, mais nous devenons le centre de nous-mêmes. Alors, justement, cette question de l'ancienneté, c'est un sujet qui est très, très présent dans le livre. Donc, tu sommes sa fin, mais est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'ancienneté? Il y a eu beaucoup, beaucoup de concepts. Est-ce que toi, tu peux nous définir ce que c'est que ce que tu appelles l'ancienneté ou ce que les auteurs que tu cites appellent l'ancienneté? Donc, il faut un moment se déterminer par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on souhaite vivre. C'est-à-dire que dans quel état, dans quel statut on... Donc, en fait, on a voulu très souvent se définir par rapport à la racine africaine en opposition à l'obligation européenne qu'on avait de s'assimiler. Donc, la négritude, c'est une espèce de cri inverse par rapport à l'affirmation d'une blanchitude qui s'est faite pendant des siècles et de manière forcée. Donc on l'a perçu comme ça. Donc l'assimilation, c'est une façon de s'insérer dans un système malgré soi, mais à défaut de. Donc suivant la négritude maintenant, qui effectivement, on le verra dans les courants littéraires et surtout par l'expression politique, on verra que les gens n'auraient pas, soi-disant, perçu l'Afrique comme étant salutaire. Donc ça veut dire que pour minimiser un petit peu cette réalité politique qui fait qu'on ne choisit pas l'Afrique, parce qu'on a Haïti en face qui sert d'exemplarité, mais c'est une manipulation grotesque, hein, tout le monde le sait, qui sert de contraste. Voilà là où vous ne devez pas aller, sinon vous tombez dans la dictature, dans la misère, etc. Donc les gens n'ayant pas choisi l'Afrique, de manière modérée, nous avons choisi l'antianité. Ça veut dire que tout de même, nous ne sommes pas Europe, nous ne sommes pas le centre, mais nous sommes à côté. Et à l'intérieur de cette ancienneté, notamment à l'époque des deux guerres mondiales, on a pu vivre une espèce d'autarcie. C'est-à-dire que les gens se sont arrangés pour vivre. On te dira que oui, les bateaux n'arrivaient pas. C'est une espèce de thème récurrent. Hein, quand le bateau n'arrivera plus, mais il y a un moment, le bateau n'arrivait pas. Ou encore, le bateau repartait avec des provisions comme étant effort de guerre pour soutenir la guerre. Donc,
cette ancienneté, c'est premièrement une forme d'autarcie, mais une autarcie, les journaux, les revues, tout ça n'arrivant pas. Je remarquais sur un certain nombre de photos anciennes, des photos la vendeuse de sorbet, le coupeur de coco, tout ça. Il y a aussi le marchand de journaux. Et le marchand de journaux, devant lui, sur un étal, le type a 30 journaux qui sortaient à l'époque. Époque, c'est-à-dire entre 1910 et suivante. Eh bien, il faut savoir que la profusion d'informations qui existait en Guadeloupe, le débat guadeloupéen existait parce que les gens parlementaient sans qu'il y ait d'incidence de mode ou de courant politique systématique. C'était relativement tranché, mais on n'était pas sorti de l'opposition, à savoir esclavage, rétablissement d'esclavage ou libération. Donc on reste toujours sur ce schéma un peu binaire pendant assez longtemps. C'est ça qu'on peut appeler l'antianité. Et il y a une vision aussi de l'antianité prospère ou enfin méritante. Ça veut dire que voilà quand même comment vous comportez. C'est un fait que les Antilles, à un certain moment, et encore plus maintenant, servent de vitrine à la France. Donc ça veut dire que on peut déterminer un centre et une périphérie sur laquelle on se projette pour transporter sa civilisation, transporter les problèmes et les solutions. Et on vit dans cette espèce de parallèle. Les problèmes tardent à être reconnus, les solutions tardent à venir, mais tout de même, c'est cette balance qui s'appelle l'ancienneté. Est-ce est-ce que l'antianité ne répond pas aussi au fait que certains qui sont issus de métissage au travers de cette histoire qui commence tragiquement et par exemple les gens qui sont qui ont qui ont d'origine indienne et tout ça qui ne se retrouvent pas dans la négritude, est-ce que ça aussi c'est un apport et qui a emmené cette espèce d'antianité qui va nous emmener vers le concept de glissant qui est la créolité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas parler d'un mot sans donner sa paternité. C'est l'ancienneté, c'est Édouard Glissant. Donc, quelque part, je parle aussi de l'antiétisme. C'est le docteur Léopold Hélène, moins connu, mais a été maire du Gosier. On va en reparler. Donc, l'antianité, effectivement, la paternité en revient à Édouard Glissant. Mais je pense quand même que c'est une espèce c'est un concept nouveau qu'il a fallu introduire par Édouard Glissant pour traduire, premièrement, une forme de réalité sociale qui n'était pas celle d'Haïti, effectivement, à un moment donné. Mais en même temps, pour tenir compte effectivement des composantes nouvelles, il s'efforce quand même d'en tenir compte, Édouard Glissant. Sauf que Édouard Glissant est né quand même, à tous les sens du terme, il est né sur l'habitation. Donc l'habitation met quand même en cause deux moments forts de rivaux, c'est la culture du maître et la culture de l'esclave. Donc les autres composantes qui sont arrivées sans esclavage participent d'un autre mouvement quand même, et l'ancienneté, effectivement, ça a pu être confondu avec le métissage. La créolité maintenant que revendique Édouard Glissant d'une certaine façon, pas complètement, mais surtout Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau. Cette créolité maintenant, c'est effectivement la prise en compte des créoles, c'est-à-dire les premiers blancs qui ont pu écrire, faire de la poésie, de la musique, etc. Quel est leur rapport dans l'héritage que nous avons? On peut déboucher aussi sur les Amérindiens, etc. Donc en fait, la question du métissage, à mon avis, n'est pas complètement celle de l'ancienneté. L'ancienneté, ce serait plus un discours mixte entre le maître et l'esclave, une espèce de langue. Ce n'est pas tout à fait la langue créole, mais c'est une langue qu'on emprunte pour contourner les ancestralités, ce que je disais. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait blanc parce que je suis ici, et moi je ne suis pas tout à fait africain parce que je suis ici. Donc c'est un peu le, le dilemme, mais qui a trouvé une résolution dans un système politique donné, dans une consommation donnée, dans une littérature donnée. Voilà un petit peu. Alors, la, la- la culture qui est la cheville ouvrière de cet ouvrage, justement, est-ce que nous, il y a une difficulté que tu exprimes et qu'à travers ces auteurs, de faire nation, puisque effectivement, il y a une identité qui est différente. Donc, alors, à travers ces ouvrages et ces auteurs engagés que tu, par ta voix qui s'expriment, est-ce ils ont réussi à trouver une solution ou une orientation qui serait salvatrice pour ce peuple que nous sommes? Alors, en fait, il est indéniable, hein, parce que l'actualité, c'est Cassave. Je parle un petit peu, hein, je parle dans le livre, lorsqu'il s'agit de diaspora, de choses comme ça, qui sont des notions très, très, très complexes, à mon avis, parce que lorsqu'on parle de diaspora, la diaspora antillaise en France, nous sommes nous-mêmes une diaspora africaine en Guadeloupe, donc il y a toute une symbolique qu'il faille retrouver.
Cependant, les personnes, si tu veux, pas expatriées, c'est pas un terme non plus. Tu vois la complexité de toutes ces notions. Et c'est pour ça que moi, je ne propose pas de solution. Je ne pense pas non plus que nos auteurs l'aient trouvé. Je pense que les auteurs ont témoigné de l'existence de tout petit pays. Et ces tout petits pays proposent des choses au monde. Ils ne proposent pas des solutions de résilience uniquement, ils proposent des systèmes de production qui ne soient pas justement que de la monoculture. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase où nous pouvons choisir notre modèle de production, je parle bien de production, aussi bien alimentaire, symbolique, que politique. Donc nous pouvons pas seulement attendre ou chercher dans les articles de la Constitution quel modèle nous convient le mieux. Nous partons, je crois que c'est un peu la norme dorénavant, nous partons de nos problèmes et à partir des problèmes, nous orientons vers la résolution dans le cadre statutaire. Ça veut dire dans le cadre qui mettrait tout le monde d'accord, indépendamment de leur origine et de leur ressenti. Et la nation est là pour ça. Le concept de nation, c'est mettre en branle un mouvement comparativement aux autres nations, à l'intérieur des autres nations, un mouvement qui met tout le monde d'accord, indépendamment de leur origine. Donc, c'est vrai qu'il y a des ouvrages qui s'appellent Nation, nègre et culture, des choses comme ça. Mais parce qu'à l'origine, la définition des nations, c'était des nations nègres qui n'étaient pas en contact avec les autres. Maintenant, les nations qui sont comme nous, issues un petit peu de bouleversements, de déplacements massifs de population, ça s'appelle une nation autonome. Et je crois qu'elle est là, hein, mais beaucoup se satisfont de la question de nation sans État, des choses comme ça. Il faut y aller. Une nation, c'est une nation. Et la fin du livre, à défaut de donner des solutions, je n'en propose pas. Même sur les questions de programmes culturels, des choses comme ça, je n'en propose pas. Je parle tout simplement du résultat d'une espèce de bilan des auteurs, des artistes, des sportifs, de toutes ces personnes qui passent dans le monde, ils réalisent qu'ils ne parlent pas au nom de leur nation. C'est-à-dire, à un moment donné, quelles que soient les performances qu'on pourrait faire au plan international, aux Jeux Olympiques, etc., à un moment, il y a un sentiment qui manque et qui fait que la performance n'est pas ultime. Donc, ça veut dire que cette notion de nation, elle s'impose à tous. Et ceux qui croiraient qu'elle est un petit peu dépassée, comme je disais, à défaut de présenter une solution à la fin, je cite Fanon. C'est-à-dire, moi, je reste sur nos fondamentaux. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème avec le fait de citer éternellement Césaire jusqu'à ce qu'on l'ait épuisé, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a lu Césaire. Il faut lire et relire Césaire, comme il faut lire et relire Marie Scondé. Il faut lire et relire. Alors, je parle souvent de glissant, mais je parle du glissant du premier âge. Parce que le glissant du tout le monde, je l'ai laissé tomber un petit peu. Il ne m'intéresse plus. Il intéresse le tout le monde. Mais le glissant du discours antillais, je pense qu'il a mis en concept un certain nombre de réalités qu'il fallait faire cet effort-là. Il a assuré. Et le reste, il faut relire ça. Il faut relire Fanon. Donc Fanon te dit que ceux qui s'imaginent que le mouvement national, la question nationale est dépassée, il faut regarder en Europe ce qui se passe. C'est-à-dire plus que jamais, on a eu peur du sentiment national à cause des guerres mondiales. Mais les guerres mondiales, tout le monde sait que c'était des vastes opérations commerciales orchestrées par la bourgeoisie. Ça n'a rien à voir. Peut-être qu'on peut un petit peu, comment on appelle ça, on peut un petit peu flatter les égaux pour faire surgir, pour manipuler les masses, mais la question de la nation n'est pas dépassée. Tu vois? Alors, tu m'as réconcilié avec Marie Scondé Ouais. à travers cet ouvrage. J'étais à certains moments où il y a eu des mots qui m'ont un peu éloigné du personnage et le fait de pouvoir retrouver ces mots que tu sors dans l'ouvrage et que tu mets en exergue carrément et que tu cites les contextes, c'est vraiment, ça m'a permis de revoir tous ces auteurs et de les mettre en perspective et cette dimension très patriote de Marie Scondé parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage qui était à l'international mais qui n'avait pas d'ancrage local et tu expliques justement en la faisant parler que justement elle attendait plus de ce pays. Elle voulait que le pays lui demande plus de s'investir autrement que à travers la littérature. Mhm. Alors, Marie Scondé d'aujourd'hui, c'est un personnage romantique à tous les points de vue, romanesque même. C'est un personnage qui fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle s'amuse quelque part de ces prix-là, ces attentions à sa personne, alors qu'elle est quand même âgée. Hein. Je veux dire, elle aurait pu les recevoir plus jeune, en profiter un peu plus. Mais enfin, bon, c'est pas là la question. La question, c'est que
de partir du point de vue que je décrivais tout à l'heure, de la déception qu'on puisse avoir, Maurice Condé, c'est pleinement ça. Non seulement déçu de la Guadeloupe parce qu'on on l'utilisait pas suffisamment, je dis que c'est une expérience culturelle bâclée. On l'invitait dans les écoles, les maternelles. J'ai rien contre les élèves de la maternelle, hein, mais on Mais par rapport à la l'invitait, dimension du voilà, pour la personnage. dimension du personnage. Elle aurait pu conduire les missions au département. À l'époque, il n'y a pas de région, donc à l'époque, le département de la Guadeloupe. Elle aurait pu faire des forums, organiser la culture avec les responsables Bien sûr. culturels, les personnes du livre, les métiers du livre, etc. Bon, bref, elle s'est sentie un petit peu vexée, parce que c'est une personne, elle a son sentiment, un petit peu vexée de ça. Mais déçue aussi, non pas à l'international, mais déçue de l'attitude française envers elle, c'est-à-dire décerner des prix, que des prix exotiques, des prix doudou, machin. Elle s'est sentie un petit peu outragée aussi de ce point de vue-là. Et en réalité, je pense que la mesure principale, parce que tout le monde connaît ici la question des enseignants, les enseignants qu'on exile parce qu'ils veulent exprimer, je ne sais pas, une réalité qu'ils voient. Hein. À l'époque, quand j'étais à l'école, on appelait ça géographie du milieu. C'était très important, les leçons de choses. Les leçons de choses, c'est ce que tu vois, les choses physiques. Et la géographie du milieu, c'est le milieu marin, les îles, etc., la météo. Donc, je pense que les enseignants qui ont voulu oser ça, ou parler des personnages historiques, parler des dates qui ne soient pas des dates officielles, ils ont fait les frais de ça, ou utiliser la langue créole, ils ont été expatriés. Et Maïs Condé, c'est exactement ça à l'égal d'Édouard Glissant, ce sont des personnes à qui on a refusé tout simplement d'enseigner en France. Donc, ils ont dû se réfugier aux États-Unis. Naturellement, je pense qu'ils y ont pris goût et ils ont trouvé quand même à un moment donné. C'est ça, hein, la question. La question de se défaire de l'ancienneté, se défaire de la francité, se défaire tout court de toutes sortes d'aliénations et toutes sortes de dominations. C'est de voir que le monde nous écoute. Lorsqu'on regarde, par exemple, les personnes qui s'intéressent à la littérature antillaise, je dis toujours antillaise avec de gros guillemets parce que tu verras, dans le livre antillaise, c'est toujours écrit en italique partout. Parce que ce sont des concepts mous qui ne servent à rien dorénavant et Qu'on doit bannir. qu'on doit bannir parce que ça rappelle toujours cette relation de maître à esclave. Mais je le dis comme ça au allemand, mais il faudra approfondir en lisant le livre pour voir comment j'emmène à la déconstruction de cette notion. Donc la Guadeloupe, c'est un pays, la Martinique, c'est un pays. Nous avons beau être des îles sœurs, nous sommes des pays. Donc nous ne sommes pas les Antilles de qui que ce soit, parce qu'il y avait des Antilles à un moment donné, ça commence à diminuer. Tu vois, les Antilles néerlandaises, les Antilles ceci, cela, ça diminue. Pour conduire les gens vers une forme d'autre d'un fédéralisme qu'ils ont choisi. Donc, pour finir sur ça, je dis que Marie Scondé et Édouard Glissant ont compris quand même l'intérêt de cette délocalisation extraordinaire, extra quelque chose, sur le monde entier, avec le monde pour témoin. Donc, comprend qu'une personne comme ça, comme on disait, elle ne se sent plus. C'est-à-dire, ce grief qu'on a fait longtemps à Marie Scondé, c'est que c'était quelque chose, quelqu'un de... Mais nous sommes tous comme ça. Et nous avons le droit d'être comme ça, c'est-à-dire nous sentir des personnes hot. Nous pas prendre nous pour n'importe Pas, qui pas moun. s'idée d'elle-même, c'est une Ah non, bonne c'est idée très d'elle-même. important, c'est très très important. Et je pense qu'elle a eu raison de tenir bon, à savoir sur sa posture. Et de toute manière, Marie, ce qu'on a toujours réussi, c'est qu'elle l'a toujours fait parce qu'elle a commencé par éditer en France avant d'éditer en Guadeloupe. Hein. Elle a eu des grandes idées parce que la littérature à cette époque intéressait. Comme le mouvement de la créolité, c'est un mouvement à mon avis, hein, conçu de toutes pièces à l'extérieur. C'est un public concret et on va chercher le produit et tout le monde s'engouffre dedans. Bon, j'en veux pas à confiance à Moiseau ou Gisèle Pignot spécifiquement, mais je veux dire, il y a de la matière. Bon, ils travaillent, ils sont des écrivains. Mais ceux d'entre nous aussi qui sont partis à l'extérieur faire une sorte de confrontation, et comme je dis, à mi-chemin entre la littérature et la politique, ils ont quand même réussi quelque chose. Ils ont réussi à introduire une dimension autonome, voire indépendante de la question antillaise. J'ai envie de dire que on appelle ce terme-là écrivain, mais je pense que ça fait injure à ces immenses personnages parce que avant d'écrire, il faut être un penseur. Il faut penser un territoire, il faut se penser soi, puisque cette parole-là qu'on va porter, qu'on va inscrire sur le papier, doit durer et perdurer au-delà de nos propres personnes. On cite Fanon, on cite Aimé Césaire encore aujourd'hui, des œuvres qui sont connues dans le monde entier et qui sont références. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, beaucoup de gens s'interrogent. On a énormément d'actualités. Le Covid en est une.
Et on se demande ce que nos politiques font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent, où allons-nous. Mais à travers l'ouvrage, je pense que on a l'impression que tu nous invites à justement à aller chercher des réflexions complètement actuelles, puisqu'on parle d'identité de nous-mêmes, des interrogations. Et effectivement, tu n'as pas parlé de réponses, mais de différentes pistes pour chercher quel serait notre soi, et de trouver en ça une pensée qui nous serait propre et qui nous permettrait d'avancer. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de quelques mots sur ça? Alors, curieusement, parce que lorsqu'on évoque la créolité, par exemple, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et consorts, je dis ces gars-là, ce sont des usines à produire, donc respect total. Et ils ont essayé en même temps, parce que Chamoiseau notamment, c'est un travailleur social à l'origine, et Raphaël Confiant, c'est un professeur et créoliste aussi, donc un linguiste créoliste, il a écrit des dictionnaires, des choses comme ça. Ce sont des personnes, comme tu disais, qui ne font pas qu'écrire, ils sont dans des réalités qu'ils observent. Ils observent le besoin qui existe à faire telle chose. Un outil qui s'appelle dictionnaire, je le fais. Sauf que c'est complexe, hein, qu'un seul homme s'assoit pour faire un dictionnaire. Mais enfin, l'intention est bonne parce que le principe, c'est que lorsque nous voyons que les choses manquent, il faut les faire. Et ils ont pris l'option d'inclure dans la littérature antillaise les écritures des Blancs, les écritures de Doudouïs, Daniel Tali et consorts, et j'en passe. Donc, pour montrer que la question de l'écriture, à un moment donné, c'est futile, c'est utilitaire. À un autre moment, c'est franchement, j'allais dire, combattu. Parce qu'il faut comprendre aussi que les premiers écrivains ont été sommés d'écrire d'une certaine façon pour passer. C'est ce que Césaire appelle la ruse à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, avec la censure, etc. Mais même avant, les premiers auteurs entiers qui écrivaient, les Noirs, ils s'accaparaient d'une parole qui n'existait pas pour se faire connaître par l'autre et pour imposer un certain nombre de réclamations. Donc il fallait qu'ils le fassent en français, d'autant que la norme, c'était les écrivains, par définition, écrivaient en français. Hein. Ce qui n'empêche pas toute une littérature orale, musique, conte, etc., d'exister. Et simplement, les écrivains que nous connaissons se sont éloignés provisoirement de cette réalité pour passer. Et lorsqu'ils se sont affirmés, comme Marie Scondé justement, au lieu d'utiliser des guillemets chaque fois, ou des renvois en bas de page pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un gars des affaires, qu'est-ce que c'est qu'un soukounia, il met simplement du soukounia. C'est à toi d'aller chercher ce que ça veut dire. Donc c'est une sorte d'autonomie qui s'acquiert au fur et à mesure. Ernest Pépin, il illustre ses textes de mots triviaux, de mots grivois, des choses comme ça, parce que c'est la nature de nos conversations. C'est toujours des conversations à double sens, toujours des conversations déguisées. Donc, ces questions de la ruse, de tourner, ça vient de l'oralité, où nous utilisons 20 mots pour dire une seule idée, ou des fois un seul mot peut entraîner plusieurs réflexions, c'est le sens de la conversation. Donc, je crois que ce à quoi notre époque nous invite aujourd'hui, c'est que chacun se prenne en charge. Et c'est pour cela que la question des élus, tout ça, la politique, pareil, il n'y a pas que les élus qui font la politique. Il y a des partis qui datent de 70 ans qui sont encore là, qui gagnent 1 point, 2 points, mais qui sont encore là. Donc il faut que chacun puisse se prendre en charge. Et il ne faut surtout pas oublier qu'avant nous, il y a eu des choses. Le repérage, c'est le vrai travail pédagogique qu'il faille faire pour la jeunesse. C'est-à-dire, dans le temps, repérer les jalons, les choses qui sont importantes et créer notre propre récit d'une part, mais notre propre chronologie, notre propre méthode. Donc c'est ce à quoi j'invite aussi. J'aimerais que tu me donnes ta définition, celle du livre, du mot culture, dans un contexte d'un pays. Oui, alors il y a manifestement, alors j'évoque aussi la question de le passage de Jean Blaise, Guadeloupe. Jean Blaise, c'était le premier directeur du CAC, le Centre d'action culturelle de la Guadeloupe. C'était une prise en main de l'État, par l'État, de la question de la culture, parce qu'il s'était rendu compte que la culture était aux mains, premièrement, du peuple, et deuxièmement, des nationalistes. Il n'y a que les nationalistes qui exigeaient une revendication culturelle. Et comme je dis souvent, une question politique, on répond par une réponse, on donne une réponse culturelle. On vous envoie un missionnaire qui va mettre en place une mission culturelle qui va dire, bon, dorénavant, on va faire ça, on va faire ça. C'est pour s'accaparer un discours et pour influencer une méthode et pour accélérer l'aliénation et l'assimilation qui a commencé par l'école, par l'armée, par les produits manufacturés. Donc on ajoute ça maintenant dans la propre vision que tu as de la culture, on y entre. Ça veut dire les rapports familiaux,
parler créole, dessiner d'une façon, la musique, le théâtre, etc. Des choses qui ont toujours vécu ou survécu sans aucun moyen. Dorénavant, l'État met son grain. Donc, il y a ça. Il y a une question de travail culturel, quel que soit, hein, un travail culturel, à savoir apprendre aux enfants un certain nombre Alors, il y a les arts, il y a la culture, il y a, comment dirais-je, l'artisanat, mais enfin, comment faire mieux ce qu'on sait déjà faire. C'est ça l'art, hein, c'est faire mieux. Tu fais un meuble, le faire toujours mieux, l'apprentissage, etc. Tu joues de la musique, toujours faire mieux, la maîtrise de la musique, etc. Le théâtre, on peut toujours faire mieux. Et c'est comme ça que la culture est à la fois quelque chose qui évolue, mais quelque chose d'extrêmement statique, parce que quand les canons de culture sont fixés, on a du mal à les bouger. Tu as vu toutes les expériences qu'on a fait sur le Goka moderne, etc. On revient un petit peu au Goka plus. On a du mal à considérer que le Goka, ça soit autre chose que trois tambours, quoi. Tu vois, c'est assez complexe. Donc, il y a cette notion de culture. Indéniablement, il faut des lieux culturels, il faut des lieux de mémoire, il faut des lieux de patrimoine, il faut préserver, etc. Mais moi, j'aborde la culture d'une manière très, très, très simple, un peu comme les anthropologues le font, qui en fait peut être préjudiciable aussi, cette notion-là. C'est-à-dire que quand on parle de culture ou de race, pour éviter le mot race, des fois on dit culture. Quand le mot race gêne, on met le mot culture à la place. Ça veut dire toujours pour t'enfermer dans une forme d'essentialisme, c'est parce que tu crois dans telle chose que tu as telle réaction. Mais tout de même, la culture, c'est important de l'aborder sur la question du récit. C'est-à-dire l'Iliade, l'Odyssée, Homère, tous ces trucs-là, c'est un récit. Et chez les Africains, il y en a plein. Et j'avoue ma faiblesse dans cette notion-là parce que on nous a éduqués d'une certaine manière, nous avons sur les épopées grecques, les machins, on a moins ce qui me viendrait à l'esprit immédiatement. Bon, il y a Chaka Zulu, il y a des choses comme ça, mais c'est tout récent. Mais au-delà, tu as des mythes fondateurs, aussi bien en Afrique qu'en Inde, et qu'en Orient de manière générale, pour ce qui concerne les composantes de notre population, les personnes savent d'où elles viennent. À savoir, tu as un mythe fondateur qui dit que tu es né de... C'est ce que moi j'appelle la culture. C'est comment aller rechercher cette fondation et la cultiver tout le long de. En fait, on est même à la limite, si on regarde bien, prisonnier de ça. On ne peut pas faire autrement. Donc notre culture nous définit par rapport à l'autre, nous permet de résister, mais en même temps, elle nous emprisonne. C'est pour ça que de temps à autre, il y a des personnes qui sortent un petit peu de cette culture, qui enfin, le métissage, c'est un nouvel aboutissement. Quand tu as métissé, c'est à deux, ça te donne un troisième. C'est même pas un métissage. Ce sont des transferts. De temps en temps, des emprunts. Les gens s'empruntent des choses comme ça. Surtout en musique, on voit ça. Et aucun mal et aucun problème à cela. Tu vois? Alors, donc, je vais encore présenter le livre. Donc, c'est Harry Jean Tournure antillaise, culture, littérature et politique aux éditions Nestor. Donc, un ouvrage à lire et qui va, à travers cet ouvrage-là, vous emmener dans un voyage, effectivement, sur le questionnement et sur le travail de d'autres auteurs, puisqu'il y a énormément de liaisons. Donc, alors, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec cet ouvrage? Alors, moi, je souhaite que cet ouvrage fasse son chemin en attendant de balancer un deuxième après lui. Et c'est parce qu'il y a des choses qui sont obsédantes et pressantes. Il y a des choses qu'il faut dire parce que je me situe de deux niveaux. Premièrement, un Guadeloupéen comme tous les autres, mais en même temps quelqu'un qui a touché un petit peu aux institutions, à l'intérieur desquelles j'ai œuvré avec des réussites, avec des échecs, avec des incompris, des incompréhensions. Donc le livre, c'est une invitation. Je vais essayer de le faire tourner un petit peu auprès des collègues de la culture, des agents de la culture en termes de collectivité, associatifs, les écrivains eux-mêmes aussi, les hommes de théâtre, etc. Faire un peu tourner pour voir. Ce qui est proposé dans ce livre, c'est déceler tous les petites barrières, il y en a d'autres, hein, chacun en ajoutera. Les petits empêchements qui nous empêchent, comme tu disais, de faire peuple ou de faire nation. Il y a un auteur qui présente en ce moment son livre Comment faire nation, est-ce que nous ne devrions pas faire nation, etc. Mais ça devient une urgence. Autant le social, je vois par exemple au dernier cantonal là, tout le monde parlait d'accompagnement global, parce que ce sont des notions qu'on évoque et qui arrivent à un moment donné où on ne peut plus faire autrement que d'affronter tel ou tel concept. Donc je crois que cette question de faire nation aujourd'hui, on voit toutes sortes de mouvements, consiste à déceler qu'est-ce qu'en nous-mêmes, nous admettons qui nous freine. C'est les griefs faits aux Antillais, comme je le dis souvent, y compris ceux faits aux Antillais par eux-mêmes. C'est-à-dire cette déception à laquelle on arrive, qu'on ne peut pas aller plus loin, on n'est pas reconnu pour ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on croyait être, on a emprunté une voie
mais il n'est pas trop tard pour revenir sur la question de la culture, à savoir des origines. Ne pas fuir cette ancestralité, il faut l'affronter. Il faut affronter ce que tu es avec tes défauts, etc. Donc, tous ces points-là, Maïs Condé a connu ça, comment dirais-je, ces déceptions, Césaire le premier d'ailleurs, hein, après Maïs Condé, Glissant, Ernest Pépin, mais tous, hein. Et les historiens, je parle de Frédéric Réjean, je parle de, comment dire, euh, nos auteurs des sciences humaines, les personnes qui sont confrontées à une question de méthode. À partir du moment où tu franchis un certain nombre de, tu franchis un cap, tu es confronté à une méthode. Et c'est pour ça que j'évoque la question aussi de la question du patrimoine, mais très peu, parce que bon, on verra hein, dans l'ouvrage que ce n'est pas, même pas la peine d'insister concernant le patrimoine, à savoir les journées du patrimoine, mise en œuvre d'un patrimoine. Il faut voir comment les Guadeloupéens réagissent. Et je crois qu'on ne réagit pas de tout bon cœur, de toute gaieté. Donc il faudra analyser ça. Mais il y a par exemple des personnes qui ne soient pas antillaises, qui ne soient pas guadeloupéennes, comme par exemple Julia Kristeva. Comment elle vit sa francité, c'est-à-dire l'adoption française, comment elle le vit, la nécessité de la défense de la francophonie, des choses comme ça qui sont un peu d'actualité dans le monde, mais qui nous montrent que dans notre région, nous avons à un moment donné servi non seulement de vitrine par rapport au réalisme économique, mais nous avons servi de vitrine aussi par rapport à la défense de la langue située dans un milieu plus ou moins anglophone. Enfin, tous ces freins sont des freins que les Guadeloupéens et les Martiniquais, je dis Guadeloupe parce que nous sommes là en train d'évoquer ça, mais dans le livre, je ne fais pas la distinction. Donc, les Guadeloupéens ou les Martiniquais sont confrontés chaque fois à une nécessité de, de dépasser cette question d'ancienneté qui consiste simplement à ce qu'on nous regarde et qu'on nous attribue des bons points. Voilà. Ben, très bien, on va finir comme ça. Donc, je vous invite à... Où est-ce qu'on peut trouver le livre déjà? Est-ce qu'on peut le trouver? Partout, hein. Il y a des gens qui te disent dans les bonnes librairies, Il y a des mais mauvaises. toutes les librairies sont bonnes. Et il est un petit peu partout dans les librairies. Et d'autre part, sur ma page Facebook, on peut me contacter, ou sur la tienne aussi, hein, Patrice Jean, savoir que c'est un livre qui demande à s'ouvrir, qui demande à se multiplier et qui demande à être lu, tout bêtement. Donc, il se trouve partout, dans les librairies ou les bibliothèques. Mais sachez-le, on va tenter de mettre en place un programme de présentation parce que ce n'est pas un ouvrage, comment dirais-je, qui m'ait coûté tant de temps que ça, mais auquel je tiens moi-même. Donc c'est très important. Donc j'ai mis en œuvre rapidement l'écriture, mais la réflexion, ce sont des réflexions qui finissent par, qu'il faille faire sortir, tout simplement, et les confronter, échanger pour avoir des retours. Donc, j'invite les personnes qui me liront aussi à me faire un retour sur ma page Facebook. Nous en discuterons et je pense que ça peut être l'occasion d'une prise de conscience supplémentaire par rapport à ce qui se passe, mais une mise en forme, une organisation des réflexions qui existent déjà, une coordination de ce thème de choses. Voilà, donc dans toutes les librairies, je réponds à ta question. Ben, Harry, merci. Et longue vie à ce bel ouvrage. Et que la littérature prenne place, que l'identité trouve justement une voix qui est la nôtre. Voilà, on s'arrêtera comme ça. D'accord. Merci. Je te remercie et je vous remercie tous et merci Viard.